Merci d'être venus si nombreux. Je dis ça parce que c'est filmé, il y aura des replays. On est 150. Non, merci à tous d'être venus. On est ravis de vous voir parce que c'est la première fois depuis il y a 2 ans, novembre 2019, qu'on fait une soirée dédicace en physique. Donc ça manquait quand même un petit peu. Pour mémoire, cette collection a été lancée en 2016. C'était sur un livre sur la gouvernance d'ailleurs. 2 livres maintenant sont publiés chaque année par les diplômés de Neoma et la faculté de Neoma Business School. Sur des thèmes qui varient selon les sujets, puisqu'on essaye de faire en sorte, c'est des rythmes de tous les 3 ans, de faire des cycles complets par rapport aux différents départements de la faculté de l'école. Et là, je sens que vous allez deviner quel est le département concerné. On fera une devinette. Donc 2 livres par an, alors parfois 3 puisqu'il peut y avoir des éditions en anglais, comme cette année on a eu un livre Startup de l'école à la Startup qui a été publié en anglais. Celui-ci, donc le 2e en français de l'année, le premier au mois de juin était sur un sujet d'actualité qui était santé et management. C'était l'éditeur Pearson qui nous l'avait conseillé en 2019, donc avant le Covid, et finalement très bon nez parce que ça a apparemment eu un gros succès vu le sujet, qui est un peu d'actualité. Et donc à chaque fois, on fait ce qu'on appelle une soirée dédicace avec les co-auteurs qui sont là, magnifiques. Il y a encore quelques retardataires, mais je vous proposais de commencer à l'heure, qui vont parler de leur chapitre et du livre. Soirée dédicace, puisque pour ceux qui le veulent, déjà vous pourrez tous bien sûr prendre un exemplaire, mais aussi partir à la chasse aux dédicaces des différents co-auteurs. Donc repérez-les, puis après n'hésitez pas à aller les solliciter entre 2 coupes de champagne et 2 petits fours pour une dédicace qu'ils se feront une joie de réaliser. Je me permets aussi de rappeler que tous les droits d'auteur, c'est environ 8% du prix d'un livre, donc 8% de 23 € ici par exemple, eh bien, sont entièrement reversés à la fondation Neoma, donc qui est la fondation de l'école et qui permet de financer plein d'activités, notamment des bourses pour les étudiants. Ce sont des bourses d'excellence, donc les étudiants qui ont de très bonnes notes, mais qui, pour des raisons personnelles, familiales ou autres, risqueraient de ne pas pouvoir avoir de diplôme parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Donc ne pas hésiter, d'ailleurs actuellement, il y a la journée de la solidarité à la fin du mois, n'hésitez pas à aller donner à la fondation, on refera quelques appels à cet effet. Et puis comme on est dans le domaine des chiffres, je voulais remercier Isabelle Trac, qui est une des co-directrices de cette édition, parce que tout à l'heure en discutant, et c'est là qu'on voit l'auditrice qui maîtrise les chiffres, elle me faisait une remarque, alors je ne donnerai pas les noms, vous devinerez peut-être, mais nous avons presque 60 promos d'écart entre le doyen qui est là ce soir, c'est Jean-François, et le plus jeune qui est au fond qui est la personne qui vous a demandé votre passe sanitaire, donc vous l'avez tous croisé, et qui sera diplômé, on lui sait, dans 2 ans et demi. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, il n'y a que des gens qui maîtrisent les chiffres ici, donc vous allez très vite le faire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet, et surtout de commencer par un petit tour de table, mais au lieu que chacun se présente, ils vont le faire, c'est chacun va vous présenter son chapitre, puisque c'est ça aussi l'intérêt, c'est de vous donner envie, alors je ne vais pas dire d'acheter le livre, parce que vous allez tous en avoir un, mais au moins de le lire, et surtout d'en faire la pub auprès de vos amis, n'hésitez pas. Depuis vendredi dernier, donc le 12 novembre, il est en vente, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies, la Fnac n'est pas loin, Amazon, Le Furet, etc., ou vos librairies de proximité, donc n'hésitez pas à en faire la promotion. Donc, audit et performance, c'est le sujet de ce livre. Et là, je regarde Imen parce que voilà, je t'avais prévenu, tu es la première. Le but du jeu, et là je vous demande un exercice, parce que vous êtes nombreux, c'est 2 minutes. Vous avez droit à 2 minutes, allez, 2 minutes 30 max, je vais chronométrer, pour faire le pitch de votre chapitre. Donc pas forcément tout révéler, ne dites pas à la fin qui est l'assassin, mais donnez envie de lire vos chapitres. Alors, petite règle, vous avez les micros qui sont devant, pour la moitié. Je demande juste que vous les passez de l'un à l'autre, il y a un petit coup de pchit à faire, on est encore dans des conditions sanitaires particulières. Imen, c'est toi qui inaugure. Merci beaucoup Jean-Michel, merci de m'avoir permis et donné l'occasion de contribuer à ce livre-là avec Alexis Lemaître qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Donc Imen Aouet, je suis professeur en contrôle de gestion à Neoma Business School. Je suis également responsable d'un programme en alternance sur le campus de Paris. Et Alexis, donc je me permets de le présenter. Donc c'est un étudiant, c'est un ancien étudiant à moi de la promotion 2017 que j'ai eu l'occasion et la chance d'encadrer pour son mémoire de fin d'études
autour de cette thématique-là, qui est les tableaux de bord et plus particulièrement le balance scorecard, donc le tableau de bord équilibré comme outil de pilotage de la performance. Donc quand j'ai eu l'appel à projet de Jean-Michel, j'ai directement pensé à cet excellent mémoire qu'avait fait Alexis, donc je lui ai directement écrit et grâce à LinkedIn, je l'ai retrouvé après toutes ces années et je lui ai demandé s'il était intéressé d'écrire ou de coécrire avec moi donc ce chapitre-là en partant de son travail de mémoire. Donc il avait répondu présent et très intéressé, mais très angoissé par comment il allait procéder, comment transformer un mémoire en chapitre d'ouvrage. Donc bon, j'ai dit on va travailler ensemble. Et je pense que je commence par la deuxième partie de ce que tu nous as demandé, Jean-Michel, donc sur l'exercice en soi, donc qui était très différent par rapport à d'autres chapitres où on part d'une feuille blanche avec généralement des collègues ou des professionnels et on aborde un thème. Donc là, on avait un mémoire qui traitait plus ou moins du même sujet et qu'on devait transformer selon les exigences donc, de l'éditeur, parce que la thématique, elle était là. Donc pour revenir sur notre sujet, donc le tableau de bord prospectif comme outil de pilotage de la performance. Donc c'est un chapitre où on présente cet outil-là en partant forcément donc, de l'historique de la naissance de l'outil, des tableaux de bord, de tout l'enjeu des indicateurs de pilotage et la remise en question des outils financiers, d'où la naissance donc, de cet outil-là qui est un outil de pilotage de la performance multidimensionnelle, donc depuis la fin des années 90, créé donc, dans un univers anglo-saxon par des consultants qui sont Norton et Kaplan, et donc un outil qui depuis le temps n'a pas cessé d'évoluer, vu que donc il a pu être adapté en Sustainable Balance Scorecard avec toute la dimension développement durable aussi qui est venue, et responsabilité sociale qui est venue donc se rajouter par rapport aux 4 axes principaux du Balance Scorecard qui sont l'axe certainement financier mais aussi les perspectives clients, processus interne et apprentissage organisationnel. Et donc ça nous a permis de voir un peu cette évolution dans un premier temps. Un outil qui reste quand même utilisé par les entreprises, certes à l'échelle beaucoup plus stratégique, donc centrale au niveau du top management, mais aussi qui est par la suite décliné dans différentes business units et surtout donc dans plusieurs secteurs. 3 minutes déjà là. Donc j'arrive à la fin, un outil qui a toujours évolué depuis sa naissance et qui, je pense, par rapport donc aux évolutions futures et les enjeux d'aujourd'hui, va continuer à évoluer et peut être toujours adapté et adopté par les entreprises pour qu'ils répondent aux différents besoins de mesure de la performance. Merci et désolé d'avoir dépassé le timing. Non mais tu es la première, donc on t'excuse. Voilà. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi de l'avoir fait parce qu'il n'y en a pas souvent, c'est assez rare, c'est peut-être une fois par livre au maximum, une écriture entre un professeur et un diplômé. C'est pas fréquent, mais là au moins une fois. Mais voilà, c'est un bel exercice et c'est aussi intéressant parce que c'est deux visions et deux modes d'écriture qui peuvent être un petit peu différents. Tout à fait. Alors, effectivement, c'était le premier chapitre. Est-ce que la première partie du livre, il y a 2 grandes parties, était sur les différentes tendances un peu nouvelles autour du suivi de la gestion de la performance. Donc c'était un peu logique aussi de commencer par tout ce qui était balance scorecard. Et puis après, on est très vite rentré sur le sujet un peu plus technique. Et là, j'ai passé la parole à Maria, puisque c'est l'évolution des normes IFRS. Oui, alors le chapitre numéro 2, je crois que c'est toi, Jean-Michel. Oui, mais je passe, c'est sur les workbooks. Ça comme ça. Voilà. Alors, moi, j'ai écrit 2 chapitres en collaboration avec Isabelle Miroir-Ler, qui n'a pas pu être là ce soir, qui est à Reims. Donc, c'est une collègue. Moi, je n'ai pas fait l'exercice d'écrire avec un... Tu es professeur à Neoma, je pense. Et je suis professeur à Neoma. Donc, Isabelle Miroir, qui n'est pas là, est professeure de contrôle de gestion. Et moi, je suis professeure de finance. Et je dirige par ailleurs un Master of Science in Finance qui s'appelle, excusez-moi, le nom est un peu long, c'est Finance, Investment and Wealth Management. Donc ma passion à moi, ce sont les IFRS. Et la passion, ben oui, on fait ce qu'on peut, on est un peu bizarre quand on fait des chiffres. Il en faut, exact. C'est une première grande réunion physique de Neoma Loumi depuis 1 an et demi, on a mis la barre haut quand même. Voilà, ma passion à moi, je peux l'annoncer, ce sont les IFRS. Donc la comptabilité et le reporting financier en IFRS. Isabelle est plus sur la performance et le contrôle interne, donc on a décidé de croiser nos compétences et de rédiger 2 chapitres ensemble.
Alors, je parle donc uniquement du premier, donc le chapitre numéro 3. Excusez-moi, j'ai préparé un tout petit anti-sèche et je vais faire donc 1 minute. Donc, le chapitre numéro 3, c'est l'évolution des normes IFRS et leur impact sur la performance. Et donc, nous avons abordé ce chapitre comme quelque chose de très pratique, très pragmatique, avec beaucoup d'illustrations, de cas pratiques, chiffrés, etc. Presque pour que des étudiants puissent le comprendre, des étudiants de niveau master. Et donc, nous avons parlé de comment l'adoption et l'évolution des normes IFRS, qui sont en constant changement et évolution. D'ailleurs, je vais citer, alors bien sûr, nous n'avons pas abordé toutes les normes IFRS, puisque nous étions restreints à 25 pages, c'est ça, voilà, et donc nous avons abordé certaines normes IFRS, dont une très récente sur le leasing, l'IFRS numéro 16, et l'impact que l'adoption de ces normes peut avoir sur la performance financière. D'accord? Donc la performance telle que calculée par des ratios classiques, le ROCE, la rentabilité économique, financière, etc. Voilà. 1 minute 45, bravo. N'est-ce pas? Alors effectivement, merci beaucoup. Mais tu reviendras pour la deuxième partie. Bien sûr. Dans cette première partie, on regardait la gestion de la performance. Alors je vais aller encore plus vite. J'ai commis un chapitre, c'est le deuxième, effectivement, sur les war rooms et les war games. Donc si vous aimez voir comment on simule des jeux justement pour le suivi des performances, vous lirez le chapitre 2, je vous y encourage. Et puis après, dans le reste de cette première partie, on a regardé des suivis de performance dans des domaines précis de management. Alors, sauf s'ils sont arrivés, Laurent Gâteau, Cédric Dabsens, non, ils ne sont pas là, donc tous les deux co-auteurs d'un chapitre sur la gestion de la performance dans le cadre des ressources humaines. Donc, c'était le focus RH. Ça, c'est le chapitre 4. Et puis, le chapitre 5, c'est la dimension commerciale. Et oui, car on peut associer avec un petit coup de... là, n'hésitez pas, c'est toujours mieux. Ou il y a un deuxième micro, si besoin. C'est la joie de la logistique, Et c'est Christine Marcouillou et Frédéric Lenné, qui n'est pas là ce soir, qui ont fait ce chapitre. Christine, dont c'est finalement la deuxième contribution à un livre, puisque ensemble on avait fait celui sur l'organisation. Donc j'espère que tu vas te dépatouiller du micro. Vous voyez qu'on fait ça sérieusement, c'est quand même bien géré ici. Oui, effectivement, donc je vais vous parler pour deux, puisque Frédéric Lenné, qui est mon associé dans une aventure entrepreneuriale depuis de longues années, n'est pas avec moi. Alors effectivement, nous, le focus, c'est performance commerciale. C'est vraiment ça notre focus. Et effectivement, en termes d'audit, on a préféré le terme de diagnostic, parce qu'en fait, la performance commerciale, c'est un grand sujet. On en parlait tout à l'heure tous les deux. Et on peut imaginer que la performance commerciale, c'est simple finalement. Il s'agit de former les commerciaux, ou il s'agit de leur mettre en place les méthodes de rémunération qui vont bien, et puis tout le monde va être performant, rouler petit bolide, et puis tout est facile. Eh bien en fait non. Nous on insiste énormément sur le besoin d'un diagnostic pertinent et approfondi pour identifier les leviers sur lesquels il faut appuyer pour développer la performance des commerciaux. Donc c'est le sujet de notre chapitre. Et c'est aussi ce qu'on dit sur notre site, un bon diagnostic avant tout, parce que ce qui nous chagrine souvent, c'est qu'on va nous demander des choses, et puis en démarrant, qu'il y ait une formation, qu'il y ait tel ou tel travail pour développer la performance, et bien on va s'apercevoir en fait que c'est pas ça qu'il faut. Donc prendre le temps de faire ce diagnostic, et c'est ça qui pour nous est la clé du développement de la performance commerciale. 1 minute 20, bravo. Là, j'avais dit, c'est un pitch, on voit la commerciale quand même. Ça c'est très fort. Merci beaucoup Christine. Et puis dernier chapitre dans cette première partie, on reste dans le domaine commercial, puisque c'est le contrôle de gestion commerciale, et c'est Eric. Alors, tu as le deuxième micro, ça permet de... celui-là. Bonsoir, Eric Villette, moi je suis le directeur de projet chez Colas, un groupe Aximum, un groupe Colas. Je suis diplômé de Rouen, et du coup la performance, l'audit de la performance... Diplômé de Néoma, pour ceux qui hésiteraient. La performance aussi, la performance commerciale, ça m'a fait penser à ce que je faisais au niveau de mon travail. On est en train de fusionner 5 entreprises, on se pose la question aussi de comment on va mesurer le commerce et sa performance, on transforme complètement. Donc c'était intéressant de se poser cette question-là. J'ai regardé les BSC, je me suis plus posé la question de l'OVAR, je vous invite à lire le chapitre. Et il y a des choses intéressantes à mixer les deux en fait. Et donc du coup j'ai profité de ce chapitre-là pour expérimenter des choses dans l'entreprise.
avec l'aide des forces de vente, et on a mis en place des choses assez intéressantes que je vous invite à regarder. De plus en plus efficace. Vraiment, nos amis de Finance Audit sont d'une performance rare, je vous félicite. Alors ça, c'était la première partie. Je pense qu'on va des records, mais ça laissera plus de temps pour les autres questions et puis des questions de la salle. La deuxième, c'est sur les évolutions de l'audit. Et oui, parce que le métier de l'audit évolue, il faut le croire. Et de nouveau, je repasse la parole à Maria. Voilà. Une fois qu'on aura fait un petit peu le travail. Donc c'était un deuxième chapitre avec Isabelle sur la multiplicité des indicateurs et notamment les normes IFRS de nouveau dans l'audit. Oui, alors effectivement le chapitre numéro 7 s'intitule La multiplicité des indicateurs audit et reporting de performance en IFRS. C'est un chapitre que j'ai écrit aussi avec Isabelle Miroir qui n'a pas pu être là. Et alors c'est un chapitre qu'on a orienté plus audit, performance et indicateurs non GAAP en fait. Donc en fait, on s'est posé les questions suivantes. Est-ce que la conformité aux règles et normes IFRS rend-elle le reporting financier plus difficile à appréhender et à contrôler par les auditeurs, les investisseurs et les gestionnaires? Et puis, est-ce que la fidélité véhiculée ou affichée plutôt par les IFRS donne-t-elle une information pertinente? Donc, on a abordé ça du point de vue des auditeurs externes, on a abordé cela aussi du point de vue du contrôle de gestion et du point de vue du management des risques. Et la dernière partie porte sur les indicateurs financiers, les nouveaux indicateurs non GAAP, qui sont donc non GAAP et non audités. Et donc on s'est penché sur, encore une fois on a abordé cela d'un point de vue très pratique, on a donné des illustrations, des rapports annuels, des exemples, par exemple de Veolia, d'entreprises allemandes aussi, et voilà, on conclut sur les indicateurs non GAAP et donc non audités. Voilà. C'est Maria. Alors, Isabelle Miroir n'était pas là, mais il y a Isabelle Trac, Oui. ils ont bien géré, qui a écrit le chapitre suivant et d'ailleurs co-dirigé cette édition. Oui, alors en fait, mon chapitre, c'est un peu la suite de ce que l'on avait écrit dans le livre sur l'international ensemble. Alors peut-être déjà 2 mots pour me présenter. Donc je suis Isabelle Trac-Saint-Gessen, je suis diplômée pour 90, je suis associée chez EY et je suis membre de l'IAASB, l'International Auditing and Assurance Standard Board. Donc dans mon quotidien, j'écris les normes ISA, les normes internationales d'audit, les ISA comme Isabelle évidemment. Et donc dans la publication précédente, j'avais démontré que plus un pays était développé, plus il avait une profession comptable forte, l'inverse pouvant être vrai aussi. Donc il y a une vraie corrélation entre la croissance d'une économie et la profession comptable et la profession d'audit. Et donc aujourd'hui, on arrive dans une sorte de paradoxe, parce que les normes d'audit, et je plaide coupable, parce que je fais partie du gang, les normes d'audit sont de plus en plus compliquées. Très très compliquées, parce qu'on doit auditer les entités les plus compliquées du monde. On doit auditer des banques très complexes, on doit auditer des assurances, on doit auditer des industries extrêmement compliquées, des produits financiers complètement surréalistes, le tout en IFRS. Il faut qu'on ait des normes qui soient waterproof pour le faire. Donc nos normes, qui faisaient une bonne dizaine de pages par thématique, aujourd'hui elles font bon an mal an entre 80 et 130 pages par thématique, parce qu'il faut imaginer tout ce qui pourrait se passer. Et donc on se retrouve avec ces grosses normes qui sont devenues une espèce de mammouths, qui doivent pouvoir auditer le bar des platanes, comme on dit en France, ou le shop next door, comme on dit en anglais, et ça marche plus bien. Et donc on est obligé de revisiter un peu un dogme qu'on a eu pendant longtemps. On a toujours dit, vous l'avez sans doute entendu en cabinet, un audit is an audit. Et il y a le corollaire, c'est un auditor is an auditor. C'est-à-dire qu'un audit, c'est un audit, qu'on audite Coca-Cola ou qu'on audite le bar des platanes, c'est le même audit, c'est les mêmes normes, et n'importe quel auditeur doit être capable de faire les deux. Et on a essayé de tenir avec ça longtemps. Ça marche plus trop aujourd'hui, parce que la complexité de nos normes est plus très adaptée aux entités les moins complexes. Et du coup, on essaye, il y a eu beaucoup de littérature ces dernières années, de revoir ce dogme de one size fits all. Et ce que je vous ai raconté dans ce chapitre, c'est pas à pas toute l'aventure qui nous a amené à lancer un projet de norme qui est actuellement en consultation, avec une deadline pour la consultation fin janvier, et qui propose une norme tout intégrée
plutôt que ce soit une série de normes, donc une seule norme qui permettrait de faire l'audit de A à Z dans une entité peu complexe et qui aurait toutes les diligences nécessaires. Donc je vous invite à lire le chapitre, à lire le projet de norme bien sûr, et à répondre à l'IASB avant le 31 janvier. Merci. Triple appel à candidature et à action. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Alors ensuite, dans cette partie, on a regardé deux grandes tendances importantes. L'une, c'est l'impact du numérique, du digital sur l'audit. Et c'est Jean-François Serval qui a écrit le chapitre, avec un micro tout propre. Voilà, merci beaucoup. D'abord, je suis très fier d'être ici. Voilà, d'abord parce que c'est mon école. Ensuite, j'ai le souvenir de certains profs qui ont fait que ce que je suis devenu. Je citerai le nom de Monsieur Le Duf, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais il était formidable. Rouen. Oui. Oui. Ah oui, Rouen, c'est sûr. Voilà. Alors Michel ne m'a pas loupé en disant que j'étais le plus vieux ici. Non, le doyen, je regrette, le doyen. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Non, mais à l'université, le doyen, c'est très chic. Oui, mais bon, ça dépend dans quel sens. Mais c'est pas ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. Voilà. Ah non, et là, je passe aux normes. Je passe, comme on veut. Je passe aux normes. Donc, il a été expliqué que l'audit, c'était les normes. Effectivement, l'audit et la comptabilité, ce sont des normes. Et donc, on est arrivé à un tel point, et donc je vais dans votre sens, que, en fait, elles ne correspondent plus à la réalité du tout. Et donc, elles sont devenues non pas absurdes, parce qu'elles sont nécessaires aux échanges. C'est un langage. Et c'est, comme le disait Einstein, la réalité, c'est pas la mesure. C'est la mesure, mais c'est pas du tout la norme. Et donc, on est parti dans une idée que, comme on est à distance, il faut connaître les transactions. Et ce qui compte, c'est la transaction. Et ce n'est pas le langage par lequel elle est traduite. Et partant de ça, on est capable, avec les outils qu'on a aujourd'hui, et je ne dis pas grâce au Covid, mais le Covid a aidé. On a besoin de digital, puisqu'on a besoin de vérifier les transactions de quelques points qu'on parte pour aller à n'importe où dans le monde. Toutes nos entreprises, nos clients, sont complètement mondiaux, ils ont parfois 200, 400 sociétés, et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Tous les outils digitaux, grâce au Covid, se sont énormément développés. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On a des outils mathématiques, donc c'est la mécanique quantique et autres, qu'on développe énormément pour pouvoir traiter le sens de la chronologie, ça s'appelle la flèche du temps, en vérité, en maths, et on regarde également comment les transactions, dont certaines sont bloquées par la réalité, s'inscrivent les unes derrière les autres, puisqu'on copie la totalité des fichiers, et on est capable immédiatement de savoir si on a corrigé une écriture. Évidemment, on a pris la transaction au moment où elle avait eu lieu. Donc dès qu'il y a une écriture de correction qui était déjà interdite par la norme, mais la norme générale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas corriger une écriture, on la contrepasse, mais on ne raye pas. C'est totalement interdit, c'était déjà inventé avec le code de commerce. L'interdiction, elle est millénaire, cette interdiction. On est capable de repérer. Donc on est capable de repérer, de reconstituer les transactions, leur chronologie qu'on ne peut pas violer, parce que le moment où elles ont eu lieu est inviolable. C'est comme ça. Et donc à partir de ça, on est capable de profiler les gens. Alors après, il y a des problèmes juridiques que je n'invente pas du tout, mais c'est une transformation absolument majeure. On est capable de repérer n'importe quelle fraude, en vérité. Pourquoi? Parce que si Serval, on voit que Serval a acheté un lingot d'or, son profil ne correspond pas, ce n'est pas ses fonctions. Donc s'il achète un lingot d'or, on va repérer qu'il a acheté quelque chose qui ne correspond pas à son profil. Voilà, j'ai terminé. Et merci, merci de m'avoir invité. C'est normal, merci d'avoir contribué aussi au livre. Et encore, j'ai un très très bon souvenir de mon temps à l'école, bien que j'en ai passé que 2 ans sur 3 ans, parce que j'étais malade pendant une année. Pour moi, on peut quand même avoir son diplôme, mais après... Comme les gens, j'ai été sanctionné pour ça. Hein. Quand même, heureusement. On est arrivé dans les tout premiers. Je ne sais plus qui était le directeur à l'époque, mais paix à son âme. Je suis arrivé 7e. Voilà. C'est bien. Mais, avec une année de moins, c'est quand même... Oui, c'est bien. 2 ans sur 3. En revanche, j'ai eu la chance de ne pas faire de classe préparatoire, c'était la dernière année. Ah, ça c'est pas mal. Justement, bonne transition, on va demander à Nathalie et Charles qui ont fait le chapitre suivant, comment peut-on terminer 7e en ne faisant que 2 tiers des cours? Ça on le coupera en montage. Comme quoi les cours servent à rien.
Et donc effectivement, après le digital, autre tendance importante, tout ce qui est RSE, dimension sociétale, et c'est de plus en plus important dans les rapports de Nathalie et Charles. Alors c'est un chapitre à 3 mains. Et Isabelle. En 2, et donc Charles, qui est professeur de contrôle de gestion à Neoma, Isabelle, dont on a beaucoup parlé, Isabelle Miroir, qui est professeure également de contrôle de gestion, et puis donc je suis professeure de plutôt comptabilité financière et audit. Donc 3 compétences complémentaires, et c'était vraiment très sympa, mais je n'empiète pas sur la suite de travailler tous les 3. Alors notre chapitre s'intitule « L'audit du rapport RSE comme facteur de performance sociétale ». Dans un premier temps, dans la mesure où on avait envie de travailler tous les 3, on s'est interrogé sur le concept de performance qui nous relie, et on a fait le constat de son adéquation avec une évolution des attentes à l'égard des entreprises aujourd'hui, dont les responsabilités se sont peu à peu élargies avec l'avènement de la RSE aux différentes parties prenantes et avec des intérêts qui sont variés et qui ne sont pas forcément uniquement économiques. Donc dans ce contexte, on a fait le choix de nous concentrer sur la performance sociétale ou extra-financière, puisqu'on s'est dit qu'elle correspondait à une responsabilité nouvelle pour les entreprises et voire un changement de paradigme. Et donc les choses ont beaucoup évolué, donc c'est ce qui nous a intéressés. Et puis ça nous permettait aussi de relier nos compétences. Donc initialement, le rapport sur les activités extra-financières, ou le rapport RSE, était une démarche volontaire. Il est devenu progressivement obligatoire. Puis, depuis Grenelle 2, l'information qui figure doit être validée par un organisme tiers indépendant ou un auditeur externe. Le rôle de l'auditeur externe est donc nouveau, complètement nouveau dans ce cadre, enfin nouveau, il y a une dizaine d'années quand même. Il est en pleine mutation, avec notamment depuis 2007 l'avènement de la déclaration de performance extra-financière, qui fixe un peu le champ d'intervention des auditeurs. Donc dans notre chapitre, nous avons décrit toutes ces évolutions récentes. Nous avons décrit le travail de l'auditeur externe dans ce cadre, et nous nous sommes surtout interrogés sur la contribution de cet auditeur externe, nouvellement imposé, si on peut dire, à la performance extra-financière, qui est un peu au centre des préoccupations peut-être du moment. Voilà. Merci beaucoup. Charles, peut-être un petit mot en plus. Alors, oui, donc je pense que je vais intervenir dans le deuxième tour. Comme on est, il y a quelques chapitres où il n'y a pas de représentants, nous on est 2 pour un chapitre, donc si on veut multiplier le temps par 2, donc je vais intervenir sur la façon dont on peut envisager l'avenir, donc le rôle des OTI, des organismes tiers indépendants, et leur contribution à l'optimisation ou à la maximisation de la performance sociétale, en essayant de voir un peu en prenant en compte le contexte actuel, c'est-à-dire comment la pandémie peut potentiellement accélérer le rôle de ces auditeurs externes dans la redéfinition des stratégies RSE. Donc je reviendrai là-dessus lorsqu'on fera le deuxième tour. Parfait. Et puis on va faire le dernier chapitre. Alors jusqu'à présent tout allait bien, et puis il y a le dernier chapitre d'un financier ancien auditeur qui a pris le titre en fait du livre à la lettre et qui a posé une sacrée question. Et là, je pense que la soirée risque de déraper. Oui, comme nous le savons tous. Les auditeurs... Édouard Bucaille. Pardon, oui. Donc Édouard Bucaille, comme l'a dit Jean-Michel, ancien commissaire aux comptes, et maintenant je travaille chez LG, je m'occupe des projets d'intégration d'entreprises. Et donc, comme nous le savons tous, les auditeurs, qu'ils soient externes ou internes, ils ont pour mission de porter une appréciation sur la performance des entreprises. Alors, performance financière, économique, sociétale, environnementale, quoi. En fait, la performance en tous ses états. Cependant, les auditeurs eux-mêmes sont-ils performants? Se pose-t-il la question de savoir s'ils le sont? Et si les auditeurs estiment qu'ils sont au-dessus de tous ces principes et que la performance ne s'applique pas à eux, comment pouvons-nous leur faire prendre conscience qu'ils ont un devoir d'exemplarité vis-à-vis des entreprises? Si, à contrario, eh bien, ils se remettent en question
et s'interrogent sur leur propre niveau de performance, eh bien, comme nous l'espérons tous, comment évaluent-ils leur propre performance et que font-ils pour justement maintenir cette performance au plus haut niveau de qualité? Eh bien, c'est ce que vous saurez en lisant ce livre. Mais il faut le lire jusqu'au bout. Ne commencez pas par chapitre 11. C'est très bien, tu as mis un peu de teasing et de suspense. Merci à tous d'ailleurs de l'efficacité, vous avez vraiment tenu le temps et on vous en remercie. Oui, donc deuxième tour, comme on disait, parce qu'on a un petit peu préparé quand même cette soirée. Vos chapitres ont été écrits en fin d'année dernière, début d'année, puisque quand on fait un livre, il ne faut pas croire qu'on rend le chapitre le 15 octobre et qu'il sort le 15 novembre. Donc vous l'avez rendu, je crois que c'était en mars dernier, donc travail d'écriture plutôt sur 2020 et puis début d'année dernière. On est bientôt en 2022, donc je voudrais, on n'est pas forcé de respecter l'ordre des chapitres cette fois-ci, donc même, on n'est pas forcé de commencer en premier, je te rassure. Si tu veux, tu peux. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous voyez pour 2022. Est-ce que dans vos domaines, donc audit performance, il va y avoir des changements? Est-ce qu'il va y avoir une tendance importante? Voilà, qu'est-ce que vous voyez pour l'année 2022? Et je sens qu'Isabelle est prête à démarrer. Ouais, parce que j'ai nettoyé le micro, je le garde. Vas-y, t'as raison. Je trouve, et effectivement, en levant le rideau sur la conception d'un livre comme celui-ci, il s'est passé presque 2 ans entre l'idée, le choix des thèmes et la publication aujourd'hui. Et je trouve que c'est incroyable. En revoyant le sommaire, je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'on a parlé de l'audit du rapport ESG, mais aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Avec le nouveau projet de CSRD au niveau européen qui va remplacer la déclaration de performance extra-financière qu'on connaît aujourd'hui, le fait que dans le projet de directive, c'est des auditeurs externes qui vont devoir le faire et qu'on se pose la question de savoir qui va être le régulateur de ces nouveaux OTI qui seront des commissaires aux comptes, etc. C'est fou ce que tu as été visionnaire, enfin ce qu'on a été visionnaire, enfin ce que les Neoma Alumni ont été visionnaires. Sur l'audit des entités les moins complexes, c'est pareil. À l'époque, c'était un projet dont on rêvait, que la profession française poussait fort. Donc c'était pour contribuer à le pousser que j'avais choisi ce thème-là. Et aujourd'hui, ça y est, la consultation est là et on y va. Alors, à l'international, maintenant, si je vous dis un petit peu de quoi on parle, alors on parle d'audit des groupes, on parle de qualité de l'audit, ça c'est pas très nouveau, mais surtout les thèmes dont vous allez entendre parler beaucoup dans les années qui viennent, c'est la fraude et la continuité d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce qui se passe dans la presse, il y a eu des faillites frauduleuses, et donc les auditeurs ne les ont pas vues. Et comment faire pour que demain ils les voient? Est-ce qu'ils ne les ont pas vus parce qu'ils sont mauvais, donc pas performants, ou est-ce qu'ils ne les ont pas vus parce que c'est les normes qui ne sont pas bonnes et qui ne leur ont pas demandé d'aller faire des choses qui leur avaient permis de voir? Et hop, on nous renvoie la balle à l'IASB et on lance des groupes de travail. Donc moi, je suis dans celui sur la continuité d'exploitation. Mes collègues français est sur la fraude. Et donc, on travaille sur ces thématiques-là. Ça fera peut-être le sujet d'un prochain livre. C'est ce que j'allais dire. Là, tu nous prépares le livre de 2025. Alors, qui d'autre veut donner sa vision? Parce que tu vas pas être visionnaire. Charles, on n'a pas entendu. Charles. Oui, donc comme ça me permet d'enchaîner rapidement sur ce qu'on était en train de dire. Donc, pour revenir sur les rapports RSE, donc il y a eu quand même une petite révolution en 2010, donc avec le Grenelle 2, puisqu'il y a eu l'intervention d'organismes tiers indépendants, c'est-à-dire que quand on est extérieur à l'entreprise, investisseur par exemple, on pouvait se dire l'information financière, j'ai une signature, l'information extra-financière, j'ai aussi une signature. Donc ça pouvait donc bien évidemment augmenter le niveau de confiance et de plus en plus les partenaires extérieurs, les parties prenantes extérieures s'attendent à retrouver l'information financière et l'information extra-financière au même endroit, d'où le reporting intégré. Donc malgré tout, Grenelle 2 était quand même une approche relativement statique, il y avait 42 items, il fallait renseigner les 42 items, même s'ils n'étaient pas particulièrement pertinents pour l'entreprise. La particularité de la DPEF, c'est qu'on se concentre sur les enjeux qui sont spécifiques à l'entreprise et les risques qui sont spécifiques à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une cartographie des risques, on va définir la notion de matérialité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé avec la pandémie. Et on commence à voir apparaître dans certaines DPEF un certain nombre de sujets qui sont relatifs à la pandémie. Donc il y a des enjeux nouveaux, donc il y a des sujets nouveaux, on parle beaucoup plus de santé, on parle de bien-être, on parle de télétravail, on parle de mise en place des mesures liées au protocole sanitaire,
Donc on parlait tout à l'heure de digital, effectivement télétravail, outils de travail en ligne, etc. Donc il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent. Donc il y a aussi la notion de solidarité, la notion de préservation de l'emploi. Donc ça veut dire que le travail qui a pu être fait avant la pandémie par les entreprises pour définir leurs enjeux en termes sociaux, environnementaux et sociétaux est profondément remis en question. On voit l'humain revenir au centre, je dirais, du périmètre. Donc redéfinir les enjeux, c'est redéfinir les attentes, c'est redéfinir les objectifs, c'est revoir les attentes des parties prenantes, c'est analyser à nouveau les risques. Il y a des nouveaux risques, des risques psychosociaux dont on a beaucoup parlé. Quand on regarde aussi les problèmes d'approvisionnement, par exemple, les risques liés à la supply chain, la chaîne logistique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les informations qui vont apparaître petit à petit dans les DPEF sont nouvelles et parce que les organisations ont été bousculées. Donc ce qui est intéressant, c'est au-delà du rôle de l'auditeur externe ou de l'OTI de vérification de l'information extra-financière en tant que telle, c'est la possibilité d'accompagner les entreprises dans la réaffirmation de leur stratégie RSE, de manière à faire de la RSE un levier de performance et d'innovation. C'est la possibilité aussi d'aider les entreprises à tester donc, la matérialité, à revoir leur cartographie des risques. C'est aussi, pourquoi pas, la possibilité d'accompagner les entreprises dans la perspective de devenir une entreprise à mission dans le cadre de la loi Pacte. Donc travailler sur la raison d'être, comment intégrer des objectifs ESG dans les statuts de l'entreprise. Donc je pense qu'au-delà je dirais, depuis le Grenelle 2 qui était relativement statique, le DPEF est un peu plus dynamique, c'est envisager donc l'intervention d'un auditeur externe ou d'un OTI comme étant plus qu'un auditeur, mais potentiellement c'est audit et conseil, j'ai envie de dire, c'est l'accompagnement. Donc de manière justement à trouver pour les entreprises concernées la bonne stratégie, bien comprendre les risques, mettre en place les bonnes actions pour réagir aux risques et bien évidemment mesurer les résultats. Quels sont les indicateurs qui sont performants pour rendre compte des résultats. Et là, on touche là dans l'extra-financier, donc à la thématique de l'indicateur. Et ça revient à votre chapitre. Voilà, la difficulté donc à trouver les bons indicateurs. Merci Charles. Qui d'autre a vous donné sa vision? Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. J'aurai une autre question politiquement incorrecte après. Christine. Christine, après Eric. Non, moi je trouve, j'avais envie d'enchaîner sur ce que vous disiez, c'est que tout est dit dans ce que nous, ça nous parle totalement, hein, quand on parle performance commerciale, nouveaux enjeux, le numérique, le télétravail, donc le numérique du coup, remise en question de la manière dont je vends, remise à question de la manière dont je manage, et du coup, bien naturellement, suivre l'évolution de tout ça et des enjeux qui vont bien. Et puis vous avez parlé aussi d'indicateurs de résultats, bien sûr. C'est tout ça hein, qui... Donc là, ça boucle parfaitement avec... Donc moi j'ai envie de dire, oui, quoi de neuf en 2022, mais qui était déjà vrai en 2021, déjà vrai en 2020, et d'où la raison pour laquelle l'erreur colossale à faire, c'est de dire que les choses sont simples. Non, elles ne sont pas simples. C'est parce que ça bouge, parce que les attentes clients évoluent, parce que les commerciaux sont davantage en télétravail, parce que les clients n'ont plus envie de choses dont ils avaient envie hier, etc., que du coup, les outils, les méthodes de diagnostic, tout doit évoluer. Et on a parlé de diagnostic, mais je dirais aussi suivi. C'est-à-dire suivre, et puis c'est un peu itératif tout ça. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai fini mon diagnostic, après il faut que je recommence parce que les choses sont à reconsidérer. Donc voilà, la raison pour laquelle ça m'intéressait de rebondir sur tout ce que tu disais juste avant, parce que c'est exactement ce qu'on ressent et ce qu'on dit aussi. Très juste. Alors c'est pas Eric, c'est Jean-François? Oui, si je puis me permettre. Donc juste pour continuer à être incorrect. Donc je ne me suis pas présenté, donc tout le monde a compris que j'étais auditeur depuis quelques années, même de très nombreuses années, ça fait 50 ans donc, que j'exerce. Quand à un moment... mon cabinet a été vendu, on m'a posé la question, est-ce que tu veux nous rejoindre à Bercy au cabinet? Donc j'ai refusé parce que j'étais auditeur, je suis resté auditeur, je suis resté ancien d'Eomba, ça peut durer longtemps d'ailleurs. Donc la question est suivante,
Donc je siège au Forum of Firms, qui est le bras séculier de l'IFAC, qui est l'organe international de ce truc-là. Et l'autre jour, il y avait une réunion, en distanciel, bien entendu. Ils ont indiqué que l'organisme qui allait avoir la tutelle serait situé à Berlin. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? C'est la deuxième question. Je ne suis pas sûr que la question, mais elle est gentille, mais soit très très correcte sur le plan diplomatique. Quelles sont les conséquences? La deuxième chose, c'est que dans ces organismes de normalisation, la normalisation, c'est extrêmement important, même si nous, on part des réalités de trésorerie et du temps. Pourquoi c'est très important? Parce que nos amis chinois se sont fait porter absents dans tous ces organismes. Donc ils négociaient avec ces organismes, ils ne répondent plus au téléphone. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas dans la partie politique de ces sujets qui est totalement dominée par nos amis. Moi, je suis considéré comme américain par les Américains, mais ils ne répondent plus. Voilà, ils ne sont plus là, on ne les voit plus. Il y a eu quelques tentatives de discussion, ils ont disparu. Donc je ne sais pas ce que tout ça veut dire, là où évidemment, l'industrie chinoise est importante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'application des normes, ce sont des êtres humains qui opèrent. Même s'il y a des ordinateurs derrière qui les remplacent et qui s'y substituent, l'être humain existe quand même. C'est lui qui dirige. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle, de cette évolution? Nous, on va être capable, en fait, d'être très intrusif, puisqu'on est capable de tout recouper, les bases de données externes, les bases de données intérieures, de toutes les exploitations, on est capable de tout dire sur tout le monde. Donc tout ça va avoir besoin d'être réglementé pour être limité et maintenir une part, par le judiciaire, une part de protection de la personne qui existe déjà en Europe et sur lequel les Français ont été très très innovants, très bons en vérité, puisque même les Californiens ont adopté nos lois. Même à Paris, je connais quelques personnes qui sont à l'Académie, qui siègent et qui ne se réfèrent, et qui habitent Paris, même américains qu'ils sont, à la Cour suprême des États-Unis, ils habitent Paris et ils se réfèrent à la Cour de cassation pour beaucoup de jurisprudence. Et c'est de plus en plus vrai. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution curieuse? C'est bien, on lance le débat. Alors peut-être le temps de nettoyer le micro si tu veux. Non, peut-être le temps de nettoyer, puis sinon le temps de faire le nettoyage et que tu réfléchisses à la réponse. Peut-être Edouard, un mot? Tu avais le micro, et après Isabelle. Oui, je voulais simplement donner la vision du monde de l'entreprise, en fait, de l'entreprise vis-à-vis de l'évolution de l'audit. Quand j'étais auditeur, en fait, nous étions vus, selon le terme belge, comme réviseur d'entreprise, ce qui veut dire plutôt contrôleur. Et de plus en plus, l'auditeur a été associé aux prises de décision de l'entreprise. Et je vois qu'on est dans un rythme qui est de plus en plus effréné vers l'auditeur qui devient un véritable partenaire de l'entreprise. Et c'est pas fini. Vous allez voir que l'auditeur, ce n'est plus quelqu'un qui contrôle et qui met un tampon. C'est quelqu'un qui participe à tout le processus de décision de l'entreprise. Isabelle, peux-tu réagir? Alors, Jean-François Serval m'interpellait sur, si j'ai bien compris, l'évolution des normes en matière de reporting non financier. Si vous saviez, en ce moment, c'est Dallas, vous savez, l'univers impitoyable. Donc, d'une part, vous avez les Européens qui ont décidé que dans 2 ans, il fallait qu'on ait fait le truc, avec une directive qui va sortir. Il faut qu'on ait les normes de reporting, il faut qu'on ait les normes d'audit, tout près dans 2 ans. Aujourd'hui, on part de rien, de pas grand-chose. Vous avez par ailleurs des Américains qui depuis longtemps s'étaient structurés, mais il y avait une quinzaine de structures différentes qui faisaient la même chose mais pas pareil, qui du coup se sont fédérés pour dire ah ben on va faire le pendant à l'Europe. Et puis aujourd'hui vous avez un organisme international sous l'égide de l'IASB, de l'IFRS Foundation, qui a dit ah ben moi je vais créer un comité de normalisation internationale de ce truc-là qui s'appelle l'ISSB, ça a été publié pendant la COP26. Donc aujourd'hui, vous avez un comité international qui va écrire des normes, et puis vous avez un comité européen, l'EFRAG, qui est en train aussi d'écrire des normes qui s'appliquent en Europe, parce que l'Europe, c'est pas l'international. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Donc mettre le siège de l'ISSB à Berlin, en Europe, à Berlin ou à Hambourg, ou je sais pas où, enfin en Allemagne, en Europe,
voilà, c'est le cheval de Troie. On est sur le territoire de l'ennemi, quoi. Donc c'est assez drôle à suivre. Il y a quand même un problème de fond, c'est que des experts en la matière, il n'y en a pas des tonnes. Le meilleur expert d'ailleurs que nous avons chez EY, il est diplômé de Neoma, je tiens à le citer, c'est Eric Duvaux, qui a commencé à travailler sur ces sujets dès 1994. Donc ça a été un grand précurseur et il travaille en ce moment à l'EFRAG d'ailleurs. Mais donc on peut pas dupliquer des experts pour créer 2 comités de standard setting concurrents. Donc je pense que si on est un minimum pragmatique, à un moment donné, on va aligner tout le monde dans la même direction. Sinon, on va tous perdre beaucoup de temps et d'énergie. Puis les entreprises, elles y comprennent rien parce qu'elles n'ont pas un marché que européen. Chez Engie, vous ne travaillez pas qu'en Europe. Donc avoir un reporting pour l'Europe et un reporting pour au-delà de l'Europe, ça fait pas grand sens. Donc il va sans doute falloir qu'on se calme un petit peu sur ces sujets-là. Il y a quand même une différence de vision. Quand on est aux États-Unis, et vous le vivez certainement, Jean-François, la seule chose qui les intéresse en ce moment, c'est climate change. Il n'y a que ça. Il n'y a pas 2 pas sans qu'on nous parle de climate change. Alors qu'en Europe, on va avoir toute cette dimension sociale, sociétale, etc., qui, pour l'instant, n'est pas encore arrivée dans les préoccupations aux États-Unis. Donc on a quand même aussi 2 différences de conception au-delà de 2 comités de normalisation. Donc c'est Dallas, on compte les points, et puis il va bien falloir un jour qu'on fasse avec. Comme toujours, les auditeurs ont toujours fait avec. L'audit de ton univers impitoyable, qui aurait cru que j'aurais dit ça un jour. On laissera la question à la salle tout à l'heure, parce que j'ai vu quelques réactions, donc ça sera l'occasion de débattre. Est-ce qu'il y avait un élément de vision que quelqu'un d'autre voulait partager ? Oui, je veux bien. Sinon, après, moi, j'aurais une question politiquement correcte. Moi, ce que je vois, c'est 3 points, en fait. C'est qu'on a perdu des repères depuis quelques années, que ce soit sur les ventes, la manière dont on vend, la manière et ce qu'on achète, ce qu'on vend. On a parlé des problèmes de logistique, d'approvisionnement, qui ne sont pas finis, et on a encore des choses à voir devant nous. Je pense qu'il y a aussi l'éthique et l'évolution de l'éthique qui a beaucoup changé les relations commerciales, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une augmentation de la capacité à avoir de la donnée et à avoir de l'information. On a de plus en plus d'open data, c'est beaucoup plus facile d'acquérir de la donnée, c'est beaucoup plus facile de la manipuler. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on est capable d'en sortir quelque chose d'intéressant ou est-ce qu'on se noie dans trop d'informations ? Ça, c'est aussi un biais. Et enfin, le dernier point, c'est la performance commerciale. Elle a un sujet humain très important. Et là aussi, je vous rejoins tous les deux sur le côté que on va avoir des personnes qui vont avoir changé un peu leur vision, leur fusil d'épaule, leur vision. On a une recherche de sens qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. C'est plus que la génération Y, c'est l'ensemble des salariés. Un point intéressant, c'est que moi j'étais directeur de service client et on avait des ADV qui étaient très sédentaires, qu'on a mis chez eux, donc qui sont devenus nomades. Et à l'opposition, on a des commerciaux qui étaient nomades, qu'on a accrochés chez eux, qui sont devenus sédentaires. Donc en effet, je pense que ça va un peu bouger là. Merci. S'il n'y a pas d'autres éléments de vision, j'avais une question politiquement incorrecte. En préparant cette soirée, une personne qui est dans la salle, mais je ne donnerai pas son nom, me disait « c'est génial, mais audit des performances, c'est quand même pas sexy comme sujet ». Alors moi j'ai argumenté côté alumni, j'ai dit oui, enfin, c'est quand même le boulot de 20% des alumni, puis si je prends tous ceux qui sont passés par la case audit, n'est-ce pas Edouard, c'est peut-être 30-35%, donc c'est pas neutre. Et ça c'est un argument alumni. Vous qui êtes dans le métier, comment vous rendez sexy l'audit et les normes IFRS ? C'est pour moi un norme IFRS. J'en ai pas le mythe que pour toi d'ailleurs. Comment est-ce que je rends sexy les normes IFRS ? Bon. Alors, je réfléchis. Alors, tout bêtement aussi, comment on rend sexy la comptabilité. Hein. Voilà, ça renvoie à une question plus large. Comment est-ce qu'on rend sexy la comptabilité ? Alors, pour moi, c'est un jeu. Ça a commencé par, quand on fait de la comptabilité pour des débutants, c'est il faut équilibrer. Si on n'équilibre pas, il y a un truc qui manque. On est à la recherche de la donnée perdue ou des trucs qui manquent, etc. Donc, ça commence par ça. Je leur rends aussi ludique en utilisant Excel. Je leur fais utiliser Excel, des tableurs, plusieurs feuilles, etc. Et puis, par rapport aux IFRS, en fait, déjà, je raconte toujours une histoire, en fait. Cela passe par l'illustration avec des entreprises et, par exemple, l'écriture de cas. Et alors, d'ailleurs, en rebondissant par rapport à ce que disait Isabelle tout à l'heure, j'ai récemment écrit un cas avec quelqu'un qui s'appelle Don Robbie,
qui est à l'école, que vous connaissez, enfin Nathalie tu connais, Isabelle vous connaissez peut-être, non? Donc une professeure qui est anglaise, et c'était un cas sur Thomas Cook. Alors le titre c'est Thomas Cook's Recipe for Trouble, voilà, The Going Concern Story. Donc ça faisait référence à la continuité d'exploitation dont parlait Isabelle. Et justement, donc avec Thomas Cook, on raconte une histoire, on fait intervenir des personnages, on a même fait des jeux de rôle, on a confronté, en fait, il y a eu une enquête chez les Members of Parliament, donc par rapport à Thomas Cook en Royaume-Uni, et donc on a fait des jeux de rôle entre les auditeurs, le CEO de Thomas Cook et les MP, donc à Londres, qui siégeaient à Londres, et on a fait des extraits, par exemple, des auditions, des auditeurs, des CEO, et la chose qui m'avait le plus marqué par rapport à ça, c'était un auditeur qui disait, alors excusez-moi, on a écrit le cas en anglais, donc je ne saurais même pas le dire en français, il disait « With hindsight, we would have done the same thing », c'est-à-dire avec le recul, donc si on adhère, si on continue à respecter les normes d'audit et les normes IFRS, on aurait abouti à la même conclusion, c'est-à-dire que Thomas Cook était un going concern. Et donc, du coup là, on fait réfléchir les étudiants par rapport à ça, puisque Thomas Cook n'était pas un going concern. Donc en continuité d'exploitation, puisqu'ils ont fait faillite en septembre, octobre, donc 2019. Voilà, donc j'arrive quand même à intéresser les étudiants. Voilà. Moi j'ajouterais quand même. Bien sûr. Derrière Maria, je peux... Ah oui, vous partagez tout, même à l'école. On est ensemble à Reims. Oui, donc je rejoins vraiment Maria quant au cours de compta qui effectivement est l'introduction en matière. Et moi c'est mon cours préféré à l'école, le cours de compta de première année, parce que c'est là qu'on arrive à les convaincre. C'est un cours qui leur permet de découvrir comment ça marche dans l'entreprise. Au moins c'est du concret, c'est du vrai. Donc ça c'est le premier point. Et puis alors moi je triche parce que pour convaincre les gens à venir en audit, je fais venir les alumni en fait. Et je fais venir les anciens de manière régulière. Isabelle fait partie et depuis longtemps, on travaille ensemble depuis longtemps, et puis des gens de tout cabinet, de tout, alors on parle de niveau des seniors, des juniors, et ils sont vraiment très très convaincants. C'est pas de la triche, c'est très bien. Je sens qu'Isabelle est sur les starting blocks aussi. Alors moi je vais pas te dire comment on rend sexy la compta, parce que c'est plutôt, moi mon domaine c'est plutôt l'audit. D'abord je pense qu'il y a cette question-là, il va falloir qu'on la pose tout à l'heure, une coupe de champagne à la main, à ceux qui sont au fond de la salle, puisque je reconnais, et merci d'être là, spéciale dédicace pour vous, puisqu'on est dans une soirée dédicace, beaucoup de collaborateurs d'EY, stagiaires, apprentis, juniors qui nous ont rejoints ce soir, et puis spéciale dédicace au carré pour Vincent Coste que j'aperçois au fond, parce que Vincent, c'est un de mes associés chez EY, mais ça a été le premier apprenti qu'on a recruté à Neoma quand l'apprentissage a été inventé à Reims au début des années 2000. Et c'est lui qui a ouvert la voie à tous les autres qui sont là ce soir et tous ceux qui viendront derrière. Donc en tout cas, je suis très contente qu'il soit là. Alors qu'est-ce qui leur a rendu l'audit sexy ? Moi je pense qu'au-delà de la matière qui est intéressante, il y a des choses qu'aucune autre carrière aujourd'hui ne permet de faire. D'abord c'est qu'on va dans plein d'organisations. Alors que quand on rentre dans une société, on est dans sa société. Éventuellement, on se déplace un petit peu au sein des filiales du même groupe. Là, on a la capacité à aller dans plein de secteurs d'activité différents, dans plein d'endroits différents, rencontrer des endroits différents. Et ça, il n'y a plus que dans l'audit où on peut faire ça. Et aussi, et c'était drôle, Romain, spécial dédicace pour toi aussi, on faisait ça aujourd'hui avec un des contrôleurs d'apprentissage, un des maîtres d'apprentissage de l'école, un prof. Et il me dit au bout d'un moment, il me dit mais vous faites quoi exactement ? Je fais de l'audit, j'ai des clients, je suis commissaire aux comptes, mais oui, je fais des normes aussi. Je fais du technique, je fais des normes en France, à l'international. Je fais aussi du recrutement à Neoma, je fais aussi des RH. Et en fait, c'est le seul métier qui permet en même moment d'avoir à la fois une dimension commerciale, une dimension technique, une dimension RH, alors qu'en général, dans une carrière, on les fait successivement dans différentes fonctions. Et donc, ce côté-là, j'espère que mes collègues le trouvent encore sexy et que c'est ce qui les attire dans l'audit, mais ils vous en diront plus, une coupe de champagne à la main, j'en suis sûre. On va les faire voir, c'est toujours bien de faire voir les auditeurs. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur le côté sexy ? Imen. Oui. Et Jean-François après. Et puis après, on passe à une autre question. Moi, je vais parler surtout, donc, pas de l'audit, pas de la compta, mais du contrôle de gestion.
Donc on est sur la mesure de la performance. J'ai plus fort pour comprendre le contrôle de gestion. Alors, par rapport à mon vécu en tant que professeur par rapport aux étudiants, alors mon ressenti, et c'est partagé avec les étudiants, donc ils viennent en cours de contrôle de gestion après un cours de compta. Donc déjà, voilà, ils partent... Ils sont un peu dégoûtés, oui, mais ils s'attendent déjà à autre chose. Donc ils savent qu'ils vont partir de la base comptable, mais j'ai l'impression que ça leur parle plus quand on parle calcul de coûts, quand on parle budget, ça leur paraît plus concret que voilà, des comptes, des bicrédits, parce que malheureusement en première année compta aussi, je donne le cours pour le PGE, pour Théma, on est sur des dimensions techniques, et on n'a pas le temps nécessaire en 15 heures ou en 30 heures d'aborder les logiques comptables qui sont plus sexy qu'une simple technique comptable de débit et de crédit. Donc je les récupère complètement anéantis des cours de comptabilité, mais on arrive quand même à travers des études de cas. Je rejoins donc le cas de ce que disait Maria. Donc les études de cas, les jeux de rôle. Donc moi je fais beaucoup d'études de cas, même en distanciel, j'ai continué à travailler dessus et c'était le seul moyen pour garder l'interactivité en cours. Donc les travaux de groupe, les mises en situation, c'est ce qui va leur parler et aussi leur raconter l'histoire derrière un budget, derrière un calcul de coût ou de calcul d'écart, donc quelle que soit la thématique en contrôle de gestion. Voilà. On vous laissera régler vos comptes. Peut-être Jean-François, un dernier mot sur cette question et après ma dernière question. Donc moi je défends les normalisateurs, parce que sans les normalisateurs, il n'y aurait pas de comptable, il n'y aurait pas d'auditeur, on n'aurait plus de travail, ce serait quand même embêtant pour notre carrière et nos revenus. Ce que j'essaye toujours d'expliquer aux gens, un jour je vois arriver un de nos grands mathématiciens, Medjolfield d'ailleurs, qui arrive me dire j'ai un rapport à faire pour le gouvernement sur la blockchain. Qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est comme la partie double. C'est simple, si une écriture n'est pas réciproque, si la chaîne est rompue, il y a un problème. Et donc la blockchain permet de lier tous les phénomènes les uns aux autres. Et c'est ça qui fait la vertu. Et c'est simplement, la partie double, c'est un cas d'application de la partie double, la blockchain, c'est rien d'autre. Et quand on regarde l'utilité des IFRS, c'est pas les IFRS qui sont intéressants. Ils sont bons ou mauvais, ça n'a aucune importance. C'est comme le français, est-ce que c'est bien? Bon, c'est nécessaire. Et dès qu'on a le français ou l'anglais, on peut l'améliorer. Et on peut l'améliorer parce que l'un et l'autre, l'anglais ou le français ou toute autre langue d'ailleurs, comme les IFRS, peuvent en permanence être améliorés. En quoi ils peuvent être améliorés? Tout simplement, c'est la représentation de la réalité. C'est ce qu'il faut regarder, c'est la réalité. Est-ce que la norme représente une réalité? Et surtout, comme la généralité du truc, c'est la monnaie. Okay? Pourquoi? Parce qu'on compte, on a besoin de monnaie. C'est le caractère universel de l'instrument d'échange, c'est la monnaie. À partir de la connaissance d'une transaction, on peut parler de normes. Sans monnaie, pas de normes. Voilà, parce qu'on ne sait pas traduire le phénomène et le rendre universel. Le phénomène, c'est quelque chose de particulier. On a échangé un objet. Décrire un objet, on n'en a jamais fini. Voilà, ça peut être infini, le truc. C'est ça qui est très important dans les IFRS. Et on a besoin de normes. On termine presque avec le mythe de la caverne de Platon. Oui, absolument, mais c'est un rapport. Voilà, donc la compta, la philosophie, ça sera une prochaine conférence. On organisera bientôt. Ma dernière question, oui, on a plus animateur du club littéraire, donc voilà, c'est toi qui la feras. Ma dernière question était justement littéraire, c'est le cas de le dire. Vous avez donc contribué à écrire des chapitres. Je voulais une question sur comment vous avez vécu cet exercice, sachant que chacun d'entre vous a une expérience différente. Il y a des professeurs dont on peut se dire ils ont fait des articles de recherche, c'est peut-être là beaucoup plus simple. Il y a des multirécidivistes dans l'écriture, Isabelle ou Christine. Il y a des gens qui l'ont fait à 2 mains, 4 mains, 6 mains, des gens pour qui c'était une première. Alors comment avez-vous vécu cet exercice d'écriture de chapitres? Est-ce une douleur, une joie, un plaisir, un cauchemar, une angoisse? À refaire, à pas refaire? Charles. Alors, moi, je dirais que d'abord, c'est un travail qui a été fait entre collègues qui, a priori, s'entendent bien. Donc, c'était plutôt une joie. Donc, sur des thématiques qui nous intéressaient tous les trois.
Donc, à côté de ça, on parlait tout à l'heure de recherche académique. Donc, je pense qu'écrire un chapitre de livre, c'est pas la même chose qu'écrire un article académique. Et que, surtout quand on a, je dirais, des limites en termes de nombre de pages, donc c'est pas simple d'éviter de s'étendre, de tomber trop dans la théorie. Donc, ça, c'est. De point de vue académique, c'est un premier risque. C'est arriver à être beaucoup plus efficace en un nombre de pages beaucoup plus réduit. C'est la première chose. Ensuite, on est 3 académiques, donc forcément on a des centres. Alors on est dans la même discipline, comptabilité, contrôle de gestion, mais néanmoins on a des domaines d'expertise qui sont différents. Donc il faut laisser la place aux autres. Il faut juste donner sa contribution et laisser la place aux autres. C'est pas toujours évident sur ce type d'exercice. Sinon, bon, d'un point de vue humain, alors moi, ça, personnellement, j'ai pas souffert de cet exercice-là. J'ai souffert, pourquoi? Parce qu'on a énormément de choses à faire. Donc il faut toujours gérer les plannings des uns et des autres, arriver à se voir, arriver à échanger. Donc ça, c'est les contraintes, à mon avis, que tout le monde peut rencontrer. Mais ça a été aussi l'occasion, il y a la pandémie, mais malgré tout, dans l'organisation de notre école, on n'a pas d'obligation de présence, donc c'est pas toujours facile de se voir physiquement, même quand le Covid n'est pas là. Donc ça a été l'occasion de se rencontrer, donc c'est l'occasion aussi de se retrouver autour de sujets communs, le sentiment d'appartenance à l'école. Donc moi je pense vraiment c'est une expérience vraiment positive d'un point de vue humain. Donc ce soir, on aura appris que on peut avoir le diplôme en ayant raté une année entière et que les profs n'ont pas d'obligation de présence. Alors ça, c'est quand même... Je ne sais pas où on va... Et on n'a pas encore bu. Hein. Je fais juste une petite anecdote. J'ai un ami qui est professeur d'histoire géo. Et quand on lui demande quel est son métier, il répond « Je suis enseignant, ma femme ne travaille pas non plus ». Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Donc quand on n'a pas d'obligation de présence, on est quand même enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'on est censé faire autre chose. Alors on est présent quand on donne des cours, on est présent en réunion, mais bon. Je plaisante pas, bien sûr. Maria, ou Isabelle. Oui, moi je voulais répondre à ta question en disant « Mais tu sais, moi en fait je suis expert comptable, commissaire aux comptes, mais je passe plus de temps à écrire qu'à compter. » Et c'était le titre d'un article que j'avais coécrit il y a quelques années avec Hervé Collat, qui était un des directeurs de Neoma à l'époque Reims. Et en fait, moi j'ai fait Hippocagne-Écagne à la base. Donc je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite, et j'ai passé le concours des écoles de commerce en candidat libre. Donc finalement, je me suis retrouvée dans l'audit et la comptabilité. Mais c'est quoi mon quotidien aujourd'hui? C'est d'écrire de la norme en France, de la norme à l'international. Donc finalement, bah oui, je passe plus de temps à écrire qu'à compter. Écrire un chapitre d'un livre, c'est un exercice différent ou pas de ce que tu fais dans ton travail? C'est différent parce que le choix des mots est libre. Alors que quand tu fais de la normalisation, chaque mot est codifié. Tu ne peux pas remplacer un mot par un autre. Et dans 1100 pages de normisa, le même mot doit vouloir dire toujours la même chose. Et doit toujours être employé avec la même tournure de phrase, dans le même contexte. Là, ouais, c'est plus libre. C'était open bar. Il y avait quelques règles, mais là ça va, quand même. Qui veut d'autre réagir sur l'exercice Imen? Allez-y. Alors, merci. 2 petits mots pour la spécificité de mon expérience pour ce chapitre-là, vu que, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est avec un ancien étudiant, un auditeur aujourd'hui, donc c'était difficile de le choper, même pendant la pandémie, pour trouver un temps d'échange autour donc, du chapitre. Donc je trouve que l'expérience est aussi riche, que coécrire avec des collègues. On a déjà tenté aussi l'expérience avant, mais elle est très différente parce que même après avoir été diplômé 5-6 ans, il y a toujours cette relation professeur-étudiant. Alors on arrivait à la briser à la fin pour dire voilà, on est co-auteur, donc on est à égalité en gros là-dessus. Mais je peux dire aussi que le fait de contribuer avec un étudiant, ça permet aussi de montrer toute la richesse qu'on peut mobiliser à travers donc la capitalisation sur le travail de nos étudiants qui font des travaux de qualité. Et je pense qu'il faudrait peut-être les solliciter davantage dans ce type d'exercice parce que
c'est très intéressant de travailler avec eux, la manière est intéressante, et aussi la relation humaine est hyper intéressante aussi. Merci, Eric. Du coup, on va se compléter, parce que on va revenir à peu près, je pense, 2 ans en arrière. Il y avait une newsletter qui expliquait que ce livre allait sortir. Moi, je l'ai pris au bon, en me disant, tiens, pourquoi pas, on a peut-être quelque chose à apporter. Alors là, du coup, je me sens un peu petit avec tous les professeurs qui sont là, etc. Mais c'est intéressant de se dire qu'en effet, il y a ce travail de coécriture qui s'est fait. Enfin, quand on dit coécriture, on ne s'est jamais vu. On vient de se voir ce soir. Pour ma part, je ne vous connaissais pas, donc c'est agréable. Et on se retrouve en effet seul face à un sujet. On a échangé sur 2 pages, en gros, sur ce qu'on voulait y mettre. Et puis après, go banco. Donc il y a cette crainte de la première fois. Qu'est-ce qu'on doit y mettre, jusqu'où on doit aller? Est-ce qu'il faut faire un peu académique? Est-ce qu'il ne faut pas faire trop académique? Donc c'est ces grandes questions-là. Et puis il y a un côté où on n'y croit pas, parce que voilà, on envoie un Word. Enfin, alors c'est vrai que des rapports, on en fait tout le temps aussi, dans le cadre de notre boulot. Mais là, en fait, on envoie un Word qui après finit dans un livre. Donc il y a un petit côté magique, en effet, où j'ai encore un peu de mal à me rendre compte qu'on est dedans. Voilà. Si, il est là. Ouais, voilà, c'est ça. Christine? Oui, c'est aussi intéressant d'écrire avec son associé, parce que quand on est associé avec quelqu'un dans une entreprise, on avance, on fait plein de choses, on ne va pas nécessairement, on va être sur des missions différentes, etc. Et du coup, je trouve que ça renforce les liens, et c'était déjà ce que j'avais dit quand on avait écrit ce premier livre ensemble, et puis ça oblige beaucoup à formaliser. Parce que c'est vrai que le risque, c'est qu'on avance, surtout qu'on en a la performance commerciale, on s'adapte aux clients, on imagine des nouvelles choses, on s'adapte à tous ces nouveaux enjeux, comme on le disait tout à l'heure. Et puis là, on a besoin de prendre du recul. On se pose, on formalise, on prend du recul, et ça, c'est vraiment un moment super. Merci, Christine. Nathalie, et Edouard peut-être à la fin. Alors moi j'ai adoré l'exercice, c'est beaucoup plus sympa que d'écrire une thèse, vraiment, beaucoup plus sympa que d'écrire un article de recherche, parce qu'en fait, pour moi ça correspondait à un cours, mais à l'écrit, donc on connaît un certain nombre de choses et effectivement il faut les structurer et réussir à les faire passer de manière pas trop compliquée et intéressante, donc pour moi c'était faire un cours à l'écrit, sans être interrompu, c'était pas mal du tout. Et en plus avec des collègues, donc un très bel exercice. Merci. Maria. Oui, moi je voulais dire aussi que c'était un bel exercice, je reprends tes mots, Nathalie. C'était super, j'ai écrit avec une amie et collègue, Isabelle Miroir. Pour moi, en fait, c'est assez vital d'écrire à 2 ou à 3 d'ailleurs. Je ne sais pas si j'aimerais autant rédiger un chapitre toute seule. J'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin de la correction de l'autre, surtout en français. C'est pas ma langue maternelle en fait. Et donc, voilà. C'est pour ça que vous parlez si bien anglais alors. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis, sur une note un peu plus drôle, avec Isabelle, on a approfondi, enfin, pour ne pas dire qu'on a découvert, on a approfondi notre connaissance et l'usage de Teams pour travailler sur le chapitre, puisque nous, les professeurs, avec la pandémie, on a tout de suite basculé sur Zoom pour faire les cours à distance, ce qui était un exercice compliqué, mais on s'est pris au jeu, on a rebondi. Je pense qu'on a bien réussi quand même l'exercice. Mais Teams, on ne connaissait pas, vaguement pour les réunions et encore. Donc voilà, Teams nous a été d'une grande aide. Merci. Alors pour ceux qui reverront le replay, ce sera un replay, ils ne pourront pas avoir les dédicaces des livres. Alors vous, dans la salle, vous aurez le droit. Ils n'auront pas non plus le champagne. Tant pis pour eux. Et vous, en physique, vous aurez le droit. Alors avant de passer à ces 2 activités physiques, les petits fours, le champagne et les dédicaces pour ceux qui veulent, on peut peut-être prendre 2 ou 3 questions maximum s'il y a quelqu'un qui veut ou poser une question à un des auteurs ou réagir même sur certaines choses qui ont été dites. N'hésitez pas, on peut prendre peut-être quelques minutes avant de passer, j'allais dire, aux choses sérieuses. Non. Très sérieux. Oh là. Ouais. Ah. Déjà, Jean-Michel, je voudrais te remercier pour cette organisation sans faille, comme tu sais si bien les faire, et tu animes cette collection de livres à merveille. Alors, j'ai noté aujourd'hui qu'il y avait des passionnés IFRS. Bon, je me suis toujours posé la question, est-ce que l'USGAP c'est mieux que l'IFRS ? Je vois qu'il y a beaucoup de mutations. Nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est corporate social responsibility dans mon métier.
J'ai vu un ring potentiel entre compta et contrôle de gestion. Après, je ne sais pas s'il faut mettre en opposition. Je voulais juste dire déjà, et après je ferai une question, mais au niveau de l'association, on s'est engagé aussi dans tout ce qui est développement durable, corporate social responsibility, avec une initiative qui est très belle, qui s'appelle Engage for Positive Impact. Et moi, j'invite tout le monde à signer le manifeste qui est sur notre site. Voilà. Et au niveau question, donc moi, une seule question. L'idée, c'est que l'école forme des étudiants, des futurs professionnels. Le topic sur tout ce qui est environnement, développement durable, diversité, etc., très important. Vous voyez poindre de nouveaux métiers? Une question, merci Berly. Grégoire Champard, qui ne s'est pas présenté, qui est le secrétaire général de l'association des diplômés et directeur du risque de AIG, et qui avait été directeur d'un des livres sur risque et conformité. On ne se refait pas. Alors, ça c'est une question importante. Isabelle. Je vais répondre pour la partie en cabinet d'audit. Déjà, nous, on a besoin, à très court terme, de trouver 250 experts capables de d'auditer du développement durable, tout de suite maintenant, et qui n'existent pas. Donc, il n'y a pas 150 000 façons. Soit tu prends un expert en développement durable et tu lui apprends l'audit. A priori, l'expert en développement durable n'est pas forcément diplômé de Neoma, ça va plutôt être peut-être un ingénieur. Soit tu prends un bon auditeur et tu lui apprends le développement durable. Donc nous, c'est plutôt aussi dans cette dimension-là qu'on part. Enfin, on part dans toutes les dimensions, mais aussi dans le recyclage de l'auditeur. Et puis, on a lancé un programme qu'on appelle Impact, où on recrute des jeunes, et on a recruté d'ailleurs un étudiant de Neoma cette année, qui vont faire pour moitié de leur temps de l'audit financier, pour moitié de leur temps de l'audit non financier. Et on pense qu'à terme, elle va être comme ça, la profession. Il n'y aura plus les auditeurs financiers d'un côté et ESG de l'autre. Il y aura des auditeurs qui seront capables de faire l'un et l'autre. Sur la chaîne YouTube, on verra, si vous regardez cette vidéo, à la fin, il y a 250 offres d'emploi. C'est quand même pas mal. Quelqu'un d'autre veut réagir? Peut-être professeur de l'école? Oui. Je voudrais dire qu'il y a... Alors, on se pose souvent la question, on se dit, par exemple, quand on parlait par exemple du digital, on se dit, il y a 80% des métiers de demain qu'on ne connaît pas encore. Donc, est-ce que c'est la même chose pour tout ce qui concerne le développement durable et la RSE ou la CSR? Moi, je pense qu'il va y avoir des métiers nouveaux, mais surtout, il y a le changement des métiers existants. C'est-à-dire que si moi, je suis responsable d'un Master of Science qui s'appelle Accounting, Auditing and Advisory, très sexy ce truc, hein. Mais dans ce programme-là, il y a 30 heures qui sont dédiées au développement durable. Donc, les étudiants qui suivent ce parcours-là, ce programme-là, ne sont pas destinés à devenir des experts du développement durable. Donc, par contre, ils vont devoir, on en parlait tout à l'heure, les objectifs, les enjeux, les objectifs, les attentes des parties prenantes, le fait que les investisseurs vont attendre dans le même document la performance financière et extra-financière. Donc, il y a de plus en plus, quelle que soit l'expertise dans l'entreprise, de plus en plus, il va y avoir nécessité d'intégrer une conscience des enjeux de développement durable. Donc, il y a des nouveaux métiers et il y a les métiers existants qui vont demain changer profondément. Peut-être une dernière question, et sinon... J'aimerais quand même partager aussi une expérience. Je vous ai dit, je travaille chez Engie. Actuellement, nous sommes en train de céder une grosse partie de notre activité, qui s'appelle Equans, à Bouygues. Et pour faire cela, nous avons eu besoin d'avoir des attestations, des certifications dans tous les domaines possibles et imaginables. Non seulement financiers, comptables, mais aussi environnementaux, santé, sécurité, social, etc. À qui avons-nous fait appel? Systématiquement à des cabinets d'audit qui étaient initialement des cabinets de commissariat aux comptes. Par exemple. Une dernière question? Sinon, après, il y a une cinquantaine de stylos. Bon, il y a aussi des coupes de champagne. Mais... Champagne, c'est ça, champagne. Pas de questions? Oh là là, je sens que tous voulaient vous faire des dédicaces de livres ou autre chose. S'il n'y a pas de questions, un grand merci encore une fois à nos auteurs. Ils sont là, beau panel. On peut les applaudir, ils le méritent. Merci.